Bonjour à tous, ici Anissa. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou encore YouTube pour la version filmée. Vous avez l'embarras du choix. Et puis, cela permet de mieux référencer le podcast, mais aussi d'être informé puisque je sors un nouvel épisode une semaine sur deux. Vous l'avez vu peut-être dans le titre ou alors en images si vous regardez ce podcast sur YouTube. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'accueillir ma toute première invitée de la saison 3 du podcast. Et c'est un honneur, évidemment, puisqu'on va la présenter. Bonjour à toi, chère invitée de la saison 3. Bonjour Anissa. Comment vas-tu ? Je vais très bien, très très bien. Et toi, comment vas-tu? Écoute, super excitée, super contente de t'accueillir puisque, comme je le disais en ouverture, ça fait un petit moment que j'ai pas eu d'invité dans mon podcast. Du coup, je me sens un peu rouillée. Faut que je remonte sur le ring, que je réenfile les gants et que je me reprête un peu à l'exercice de l'interview de l'invité. Mais avant ça, on va te présenter façon caramel, à l'ancienne, ASV. Puis je vais même rajouter P pour âge, sexe, ville, profession. Qui es-tu, cher invité ? Alors, c'est une vaste question de me poser ça comme ça. Qui je suis, je ne sais pas, mais effectivement, ça aide de partir sur les critères, les clichés, les cases A, S, V et du coup P. Donc du coup, j'ai 28 ans, je m'appelle Kate, j'habite à Menton, une petite ville à côté de l'Italie, entre l'Italie et Monaco, et je travaille dans la communication. Pour te dire ma profession, c'est un peu compliqué puisque j'en ai plusieurs. Mais je suis donc du coup consultante en communication en freelance et je suis également enseignante dans plusieurs écoles de commerce sur Nice. Ok, super. Eh bien, on va y revenir puisqu'aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler justement des cases, des stéréotypes, des clichés, des choses comme ça. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, je donne un petit peu l'information. Kate et moi, on se connaît, on se faisait la remarque juste avant de lancer le podcast depuis presque 10 ans. Donc voilà, sachez que on a vécu des choses ensemble, même encore très récemment. Et c'est vrai que finalement, la vie nous a reconnectés d'une manière ou d'une autre. Finalement, en 2020-2021, on s'est de nouveau contactés, on a collaboré ensemble. Donc voilà. Mais il y a plein de choses que je ne sais pas sur Kate parce que pendant de nombreuses années, elle a évolué, elle a fait des choses de son côté. Et en fait, on va y revenir parce que finalement, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous différencient, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous rassemblent. Alors avant ça, Kate, petite question pour ouvrir le bal. Tu nous as dit que tu travaillais dans la communication, que tu exerçais en tant que freelance, mais que tu étais aussi enseignante dans un établissement. Et quand tu étais petite, qu'est-ce que tu te voyais faire ? La question typique, est-ce que tu étais de ces enfants qui savaient quel serait leur métier, qui rêvaient d'un métier ? Est-ce que tu pensais que tu allais faire ça ? Bref, c'était quoi ta situation ? Alors, j'ai toujours plus ou moins su que je souhaitais travailler dans tout ce qui impliquait la rédaction. Quand j'étais jeune, plus petite, je pense que, enfin, j'ai dû dire comme toutes les petites filles, princesse, chanteuse, danseuse. Mais je pense que très rapidement, j'ai dit que je voulais devenir écrivain. Je voulais Ah, écrire des livres, voilà. Et j'en écrivais, en fait. C'est assez rigolo de. trop bien. La dernière fois, je suis retombée dessus et je m'appliquais, hein, parce que vraiment, je les ai titrés, j'en faisais des petits livres, j'avais des prologues, j'avais des. Vraiment, je faisais ça super bien avec un sommaire et tout. C'était des trucs assez fantastiques, tu sais, avec des passages secrets et tout. Je m'inventais des mondes. J'étais très dans ma bulle. En fait, j'ai toujours aimé beaucoup lire. C'est un de Mhm. mes passe-temps d'ailleurs encore actuel. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, j'ai toujours voulu devenir écrivain. Alors on m'a dit très rapidement que c'était très compliqué, que j'allais pas gagner d'argent, que c'était pas vraiment un métier, que c'était plutôt quelque chose qu'on devait faire à côté. Et donc du coup je me suis dit bon qu'est-ce que je peux faire qui ressemble un petit peu. Donc je me suis dit que je voulais devenir journaliste.
Les journalistes, banco, on m'a redit la même chose. Alors c'est quand même pas beaucoup, Kate. Est-ce que tu es sûre que tu veux vraiment faire ce métier-là? C'est un peu compliqué. Et donc du coup, bon, je suis partie dans la communication. Et bon, la communication, ça gagne toujours pas, mais j'y suis quand même. C'est sûr que c'est pas avec ce métier-là qu'on va forcément se faire une carrière professionnelle avec un énorme paquet à la fin. C'est difficile en fait d'avoir un très bon salaire quand on est dans la communication. C'est pas un secteur qui s'y prête. Mais voilà, j'ai toujours su un petit peu quand même effectivement que je voulais être dans ce secteur-là. Et je me suis jamais vraiment trop posé de questions. Mais mes rêves d'enfant, de rédaction, voilà, ont toujours été là en fait, et j'arrive à les concrétiser aujourd'hui. Et, et de ça, j'en suis assez fière quand même, puisque c'est vrai que je passe quand même en fait une bonne partie de mon temps à rédiger et à écrire des contenus, tant pour mes clients que en fait pour mes élèves, puisqu'en fait quand on écrit du contenu pour les cours, on écrit quoi. Mm-hmm. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, c'est écrivain, journaliste, communicant. Génial. Et finalement, c'est assez intéressant de voir l'évolution, tu vois, du truc où tout de suite t'es parti vers écrivain. On t'a un petit peu dit attention, mais c'est pas vraiment un vrai métier. Et puis finalement, t'as dit ok, je vais faire journaliste parce que journaliste ça écrit toujours. Et on t'a dit oui, mais c'est compliqué journaliste, c'est peut-être un peu précaire, c'est peut-être un peu difficile. Mmh. Et donc finalement, peu à peu, tu t'es dirigé vers le métier de la communication. Mais c'est intéressant parce que dans ton cas, c'est de la communication, mais toujours ou la rédaction, mais au service de la communication. Donc voilà, finalement, même si tu savais pas le métier que tu allais faire, tu as toujours eu une appétence pour l'écriture. Et d'ailleurs, ça n'enlève pas le fait que tu pourrais, à un moment donné, écrire un livre, non? Bien sûr, bien sûr, c'est un projet. J'y pense souvent. Ouais. J'ai des idées, j'ai des esquisses. Je me sens pas encore prête à le faire. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur la rédaction, sur l'écriture et surtout sur comment amener un storytelling. C'est je trouve ce qu'il y a le plus compliqué avec, tu sais, une avancée dans le temps, des rebondissements, des personnages auxquels on s'attache. Voilà, donc j'apprends petit à petit aussi en fait à écrire. En fait, tu sais, quand tu écris pour le travail, après t'es habitué à écrire pour le travail, t'es habitué à écrire pour des clients, Mm-hmm. et ta plume en souffre. Forcément, bon, elle s'améliore aussi, hein, puisque elle s'adapte et elle découvre de nouvelles choses. Mais c'est plus difficile après de revenir sur le perso, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que cette année, c'est une année qui est consacrée à revenir sur la rédaction. Ah, super. Ouais, c'était vraiment super important. Je l'ai laissé de côté, je l'ai mise de côté pendant très longtemps parce quand j'étais plus jeune, justement, quand j'ai démarré ma carrière, on m'a dit que je ne savais pas écrire, par exemple, mes managers. Ça m'a beaucoup marqué. Mm. Et ça m'a tellement marqué que j'en ai fait maintenant mon métier, tu vois. Donc, Ok, je sais pas écrire. Ok, et ok, ok alors. tu me dis ça, voilà, je vais te montrer qu'en fait, j'y arrive. Et c'est vrai que c'est peut-être grâce, en fait, à cette personne qui un jour m'a dit que je ne savais pas écrire que j'en suis là. Donc, je pourrais la remercier aussi. C'est là qu'on voit, franchement. Tu lui enverras ton livre dédicacé quand il sortira. Je sais même pas si j'ai besoin d'écrire un livre ou de se dédicacer. On verra. En tout cas, c'est intéressant de savoir que 2022, tu reviens aussi à tes amours d'un point de vue personnel, parce que ça aussi, on oublie de le dire, quand on Complètement. fait un métier, on va dire passion, ou dans lequel on exerce une compétence qui, à la base, est quelque chose qu'on aime profondément faire, pas juste quelque chose dans lequel on est bon, mais aussi quelque chose qu'on aime faire, c'est que parfois, on peut aussi se laisser bouffer par le côté... disons tout simplement, je fais quelque chose pour le travail et puis au bout d'un moment, j'ai plus de temps pour en faire vraiment un passe-temps ou, enfin, comment dire, quelque chose plutôt sur le côté que j'aime véritablement faire. Donc ça, c'est important. On va revenir un peu aussi sur ton parcours. Comme je le disais, on se connaît déjà depuis de nombreuses années puisqu'on s'est croisés dans nos chemins de vie, notamment pendant les études. Et c'est marrant parce qu'il y a des choses que tu as dites par rapport à ce qu'on a pu te dire plutôt dans ta carrière, dans ton parcours, qui t'ont marqué et qui ont un petit peu shapé la personne que tu es. Et ça tombe bien parce que moi, c'est aussi un point commun que j'ai avec toi de ce point de vue où moi, les expériences professionnelles que j'ai eues, surtout en début de carrière, ont été difficiles. Et je pense que
on a été si exigeant avec moi que ça m'a poussée à une forme de, comment dire, je pense que ça m'a rendue encore plus efficace et encore plus pointue parce qu'on m'a tellement dit que c'était de la merde que je suis revenue, j'ai revu ma copie 1 million de fois. Et donc toi, en ce qui te concerne, est-ce que tes études, c'était un chemin tout tracé? Est-ce que tu as toujours été une élève brillante? Parce que voilà, pour ceux qui découvrent Kate dans cet épisode, moi je l'ai connue donc sur la fin de mes études il y a quasiment 10 ans. C'était une personne qui avait aussi un certain, comment dire, je pourrais dire qu'il savait ce qu'elle voulait, qui avait une manière de l'exprimer clairement, qui était assez franche, assez tranchée dans ses choix. Et donc, moi, j'étais toujours vue comme quelqu'un qui sait précisément ce qu'elle veut. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'était une perception que j'avais à un instant précis? Non, je pense que je donne cette impression à beaucoup de gens, si ce n'est tout le monde. Donc j'imagine que il y a une part de vérité derrière. Euh, Forcément, c'est aussi ce que je cherche à montrer. Je me cache aussi derrière. Quand on a un avis aussi tranché, parfois, ça donne aussi du courage, tu sais, pour se dire bon ben voilà, si je l'ai dit de façon aussi tranchée, il faut que je le suive maintenant. Tu sais, il faut que je suive mes paroles. Euh, donc ça m'a peut-être aussi aidé à me sortir de ma zone de confort que de le dire par mots, de l'exprimer euh, de façon tranchée. Et c'est quelque chose qui me guide encore beaucoup actuellement et que j'essaie de gérer peut-être un petit peu plus. On se le disait juste avant. Euh, un caractère tranché, c'est bien, mais il faut pas non plus trancher les gens qui sont autour de soi. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui m'a causé quelques ennuis et quelques regrets. Et c'est pour ça que je cherche un petit peu à lisser ça. Il y a moyen en fait d'amener, je pense, un discours, une idée pour qu'elle soit entendue, acceptée, sans trop forcer. C'est Ok. important. Mais ça, c'est bien de le dire, effectivement, parce que pour moi, Kate, tu as eu un petit peu un parcours, enfin, de ce que moi j'en connais, sans trop d'encombre, on va dire, d'obstacles, parce que finalement, nous, on s'est rencontrés en fin de licence, et puis j'ai le sentiment que tu as eu des stages et très vite du travail. Comment ça s'est passé dans la réalité? Est-ce que ça a été aussi fluide pour toi? Alors c'est vrai que au niveau de mon début de carrière professionnelle, j'ai pas eu trop de problèmes en vérité, puisque bah, on s'est rencontrés donc du coup à Montpellier pendant notre licence c'était porté sur la communication externe, les interventions médiatiques, la communication. Juste avant, j'avais fait un IUT Infocom à Sophia Antipolis, et en fait après Montpellier, tu sais notre stage de fin d'année qu'on a dû toutes les deux faire. Je l'ai fait dans une agence de relations presse sur Paris. Et cette agence de relations presse m'a recrutée juste après. Donc en vérité, et je n'étais pas peu fière de le dire à l'époque, j'ai signé mon premier CDI dans la communication à 20 ans. Donc c'est vrai que c'était assez incroyable pour moi de pouvoir dire ça, puisque le CDI, c'était le Graal à l'époque. Il fallait à tout prix se raccrocher à ce contrat-là. Donc c'est vrai que j'avais fait la fierté de mes parents et tout. Moi aussi, j'étais contente. Euh, mais bon, c'était un CDI, en fait, qui m'a emprisonnée avec des barreaux qui a complètement euh, détruit mon image, euh, mes, mes attentes, en fait, du travail et de ce que je souhaitais pour moi. Mais ça, on y reviendra après. Mais c'est vrai que ça a été assez simple pour moi le début de ma carrière. J'ai intégré, voilà, j'étais attachée de presse dans une petite agence spécialisée dans tout ce qui était lifestyle, conso. J'ai démarré un peu ma vie, tu sais, à la parisienne, avec des étoiles dans les yeux, à marcher sur les boulevards, à tester des nouveaux restaurants, à découvrir aussi toutes les effluves parisiennes, l'énergie. Ça a été assez incroyable les premières années. Moi qui venais d'une petite ville où il se passait pas grand-chose, où l'hiver tout est fermé à partir de 5 heures. Tu vois, bon après j'ai grandi à Menton, hein, j'ai eu énormément de chance. C'est un cadre de vie incroyable. Et d'ailleurs je me rendais pas compte et je l'ai réalisé quand j'étais sur Paris. Après que les premières années fantastiques, les premières folles années se soient un petit peu effondrées et que j'ai réalisé que je vivais dans un cadre de vie absolument horrible puisque tu habites dans des tout petits appartements, t'es mal payé, t'as pas l'humidité, il pleut tout le temps, tu prends le métro tout le temps, ça pue dans le métro, les gens sont pas sympas. Euh,
voilà, je pense que tous les gens qui sont passés un petit peu par la case capitale ou grande ville connaissent un petit peu ce Ouais. sentiment-là. Moi, j'étais passée par là en 2012, donc avant qu'on se rencontre, et justement, j'en étais revenue parce que c'était la période où j'étais la plus malheureuse de toute ma vie, alors que sur le Mm. papier, je travaillais à la radio, j'habitais près du Champ de Mars, enfin bref, j'avais vraiment ce qui constituait la vie de rêve, et je me souviens véritablement que c'était la période où j'étais la plus malheureuse, et c'est vrai que ça m'avait servi de leçon, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai déménagé par la suite à Montpellier, et que c'est là où on s'est rencontrés, c'est que je crois que j'avais besoin d'un renouveau, et en fait, on s'est rencontrés à une période où moi j'avais déjà vécu ça un an avant, je voulais plus le revivre, et où toi finalement tu viens du sud et tu as une proposition de job, et finalement bah, Paris ça semble une évidence, tu travailles dans les relations presse, je veux dire c'est là où il se passe des choses, tu travailles pour des marques lifestyle, des super clients, il est évident que la vie parisienne ça semble un peu comme une évidence. Est-ce que à cette époque où tu décroches ton premier CDI, pour toi au tout début, petite nana de la com, qui est un peu importante, même si quand on regarde dans le détail, comme tu l'as dit, bah, les conditions sont pas ouf, la paye n'est pas ouf, tout ça. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir réussi à cette époque-là? J'étais fière de moi, oui, parce que j'avais décroché un premier travail, qu'on disait que c'était très compliqué de trouver du travail, Bien encore sûr. plus un CDI. D'un côté aussi, moi, je me prouvais des choses. Je prouvais des choses aussi à ma famille, je les rendais fiers. Euh, Moi, je suis montée sur Paris parce que je m'étais, j'attendais beaucoup de moi. Euh, Mm. je m'étais mis pas mal de pression sur ma carrière professionnelle. Je voulais vraiment démarrer, me lancer dans la vie active très jeune, dépendre financièrement complètement de moi, et prouver que je pouvais avancer, évoluer et briller et le montrer. J'avais vraiment, vraiment cette envie de montrer aux autres que je pouvais réussir. Et je crois que c'était même pas trop pour moi que je voulais réussir en vérité. C'était peut-être pour les autres, non pas pour m'attirer des paillettes, mais je crois que c'était aussi peut-être un peu pour rassurer mon entourage, pour leur montrer que voilà, que j'étais sortie de l'adolescence, que ça y est, maintenant je gérais le game, que je maîtrisais ce que je voulais faire. J'étais beaucoup dans cette idée-là. Mm. Et, euh, et ça m'a très très vite rattrapée parce qu'en vérité, habiter à 20 ans sur Paris, effectivement financièrement, être vraiment indépendante, avoir un tout petit salaire, ça a été très très dur. Franchement, j'ai vécu des années de galère incroyables. Mais après, voilà, ça m'a forgée. Je suis super contente. Enfin, tu remarques que tout le monde dit, hein, je suis contente de l'avoir fait, je ne le regrette pas, je ne reviendrai jamais en arrière. Tout le monde dit ça, mais c'est vrai, on le pense, hein. Avec le recul, On hein, c'est évident. Quand avec tu du le, recul. bien sûr, quand tu le vis sur le coup, ça semble très difficile. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce qu'à cette époque où toi, tu te rendais compte finalement du décalage entre cette pseudo vie de rêve, donc le taf à Paris, CDI, dans une agence RP machin, est-ce que c'était quelque chose que tu maintenais, cette image de ah ouais non en fait c'est vraiment une vie chouette, ou est-ce que tu étais honnête vis-à-vis de tes proches ou de tes amis que tu étais un peu finalement pas si heureuse que ça se passait pas si bien que ça? Ah non, non, mes proches, j'essayais de leur cacher au maximum. J'essayais, ben voilà, hein, de tenir la face, même si évidemment je n'y arrivais pas, hein, parce que tu sais, quand on est, enfin, du coup, j'ai quand même assez peu vu mes proches pendant Ok. 7 8 ans. J'ai assez peu vu ma famille, j'ai assez peu vu mes meilleurs amis qui sont restés ici dans le sud de la France. Je me suis un petit peu cachée quand même, hein. Je voulais pas montrer ma tristesse. Ça aurait été un aveu de faiblesse pour moi. Mais évidemment, bon, je pouvais pas le cacher. Quand ta mère t'appelle ou quand ta mère te voit, tu sais, c'est le moment où tu peux plus renflouer tes larmes. Elles Hmm. sont là, elles te montent aux yeux. Tu pleures, tu pleures, tu pleures comme t'as jamais réussi à dégager ça pendant des Bien mois et des sûr. mois parce que tu pouvais pas pleurer pendant des mois et des mois. Non, moi j'étais plus vraiment dans un enfermement de quelque chose, quoi, dans un enfermement de moi-même. Donc effectivement de cette image que je voulais dégager, cette image que je voulais être aussi parce que je voulais tendre vers ça aussi. C'était un projet, hein, c'était un projet de me concrétiser professionnellement. Mais autour de cette image professionnelle, il n'y avait pas que du professionnel, il y avait aussi des valeurs un petit peu personnelles. Tu sais que j'avais essayé un petit peu, voilà, un modèle, un calque de vie. Donc je voulais par exemple, être plus avenante, être plus dans l'empathie, mieux comprendre les gens, mieux écouter les gens, mieux me comprendre. Euh, euh,
mais j'y arrivais pas mais je savais que je pouvais tendre vers ça, je savais qu'il fallait que je travaille, je me disais mais comment je vais réussir. En fait, j'étais un petit peu enfermée dans un cercle vicieux et je savais qu'il fallait que je me raccroche à quelque chose, je voulais me raccrocher à ça, je voyais la big picture, mais pendant des mois et des années, j'étais pas du tout à ce niveau-là et je me suis laissée complètement pas dépérir, mais j'ai laissé les choses se passer autour de moi en fait. C'est comme ce que tu expliquais. J'ai travaillé parce qu'il fallait que je travaille, ça m'aidait à suivre le fil. Je me disais bon ben voilà, je vais avoir quelques années d'expérience sur mon CV. Quand j'en pourrai plus, je partirai. Je me raccrochais à ça vraiment. Je me disais ça va être sur mon CV, sur mon CV, sur mon CV. Je pensais CV, je pensais même plus à moi quand je pensais même plus à mon bonheur. Je pensais juste allez tu serres les dents maintenant et plus tard dans quelques années tu verras ça ira mieux. Et j'avais Et raison au final. oui, 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 absolument. On va y venir. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à cette époque? Est-ce que c'était ce que tu traversais, la difficulté professionnelle? Je sais pas, tout à l'heure, tu as parlé aussi de travailler avec des personnes qui finalement n'étaient pas forcément bienveillantes ou encourageantes. Est-ce que c'était la réalité du travail, la solitude parisienne qui était difficile? Ou est-ce que le plus dur, c'était d'avoir personne à qui en parler, de pas se sentir vraiment bien entouré? Qu'est-ce qui était le plus compliqué pour toi à gérer? Bah déjà, je pense que j'étais trop jeune, que j'avais encore plein de choses à apprendre sur moi, que j'étais pas prête à rentrer sur le marché du travail, que j'étais pas prête peut-être à endosser les responsabilités qu'on m'a données. Je pense que j'ai pas eu les bons managers aussi. J'ai pas eu la bienveillance du management qui est aussi attendu quand on a un profil qui est junior et qui a Hmm. besoin d'être tutoré, mentoré. J'aurais apprécié avoir davantage voilà, de soutien et d'accompagnement sur ça plutôt que d'avoir cette pression inutile puisque dans la communication on ne sauve pas de vie mais on avait toujours l'impression Oui, au sein de l'agence bien sûr. qu'on jouait nos vies voilà, tous les matins. Puis si t'es pas Donc contente, il y ça en a voilà. plein qui veulent bien prendre ta place, quoi, hein. Exact, bah, c'est ça. Par exemple, c'était exactement la phrase d'un directeur qui avait de notre agence qui le disait assez régulièrement à ses salariés. Si jamais tu n'es pas contente, tu peux prendre la porte. Il y a déjà quelqu'un qui attend derrière. Hmm. On nous le disait quoi, vraiment. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu disgrateful quoi. Comment je trouve pas le mot en français, mais Ingrat vis-à-vis des dérespectueux, gens, ouais, oui. ingrat complètement. Hmm. Donc voilà, je pense que j'étais pas prête en fait à rentrer sur le marché du travail. J'avais encore plein de choses à apprendre sur moi-même pour gérer mes émotions mieux. Peut-être que j'aurais dû peut-être voyager avant, peut-être que j'aurais dû faire plus d'études. 20 ans, c'était vraiment, je pense, trop jeune. Mais je peux Euh, comprendre aussi, hein, moi qui t'ai rencontré à cette période, il y avait une certaine assurance hein, de ton côté, du haut de tes 20 ans, parce que toi, tu as un an d'avance ou quelque chose comme ça dans ton parcours déjà. je suis en fin d'année, donc forcément. Ouais, et t'es fin d'année et puis je me dis voilà moi j'étais pas surprise que tu fasses partie de ceux qui ont eu un travail à l'issue des études parce que non seulement tu travaillais bien et en plus il y avait une certaine confiance, une certaine assurance qui était dégagée. Donc même si tu avais 20 ans, aujourd'hui je pense à quelqu'un qui a 20 ans, je me dis oui bien évidemment il y a tout un tas de choses à apprendre, mais c'est vrai que quand toi tu as 20 ans et que tu vis tes 20 ans avec une certaine confiance en toi, une certaine assurance et puis une capacité à délivrer, parce qu'on si on juge vraiment à compétences ou au délivrable égal, on peut dire quand même que tu n'avais pas à rougir, tu savais faire du bon travail. Alors après, il y avait évidemment tout un tas de choses à apprendre, mais c'est vrai que je peux entendre aussi qu'à 20 ans, tu n'avais pas aussi ce recul de se dire, ah oui, peut-être que je devrais me découvrir davantage, peut-être que avant de me lancer corps et âme dans un nouveau job, je devrais apprendre à me connaître, mais je peux aussi entendre qu'à cet âge-là, avec les éléments que tu avais, le jeu de cartes en main, que tu aies pu te dire que tu étais totalement apte à le faire, absolument. Bah, je pense que quand on est si jeune, on sait pas ce qui nous attend. Oui, On est vraiment super naïf, super innocent. J'avais aucune idée des dangers qui étaient sur ma route, de ce que j'allais devoir affronter, et j'ai mésestimé en fait la tâche qui était devant moi. c'est ça qui fait l'aventure de la vie aussi et le sel qu'on aime tant ou Oui, pas sur le coup. c'est sûr. Euh, Justement, si aujourd'hui on te demande de prendre un peu de recul, Kate, et de nous donner ta définition de la réussite, j'en parlais tout à l'heure, en 2012, VS
ta définition de la réussite en 2022. Comme ça, on va apprendre un petit peu à connaître les nuances aujourd'hui qui sont les tiennes. Mais à l'époque de 2012, donc un an avant de démarrer ta carrière, c'était quoi pour toi la réussite? Comment ça s'illustrait? C'est dur comme question, hein, c'est assez dur comme question. Je pense que parce qu'en fait, je dois t'avouer que peut-être que j'avais pas vraiment ce recul-là. En vérité, je suis pas sûre de m'être vraiment posé la question. En 2012, qu'est-ce que ça va être la réussite? J'avais pas vraiment de chemin tout tracé. J'ai jamais eu trop ça dans ma vie. Je me suis toujours dit, et je pense aussi que ça vient de mes parents, que il fallait rebondir sur les opportunités que la vie t'offrait. Et je me suis assurée de faire ça en fait. Je me suis dit bon ben voilà. Et peut-être que c'était aussi un moyen euh, de pas justement avoir subir d'échecs, parce que si tu te mets pas trop la pression, si t'as pas des rêves qui sont irréalisables, si t'as pas des projets incroyables, bah au final, bah c'est pas grave. Si tu veux pas les faire, tu vas pas. Donc voilà, je me suis dit j'allais y aller plutôt mollo et que je verrais sur le moment. Mais c'est sûr que je pensais travail, 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 travail. Si jamais tu m'avais posé la question où est-ce que je me vois au travail, je me dirais, enfin, ouais, je pense que j'aurais voulu être, tu sais, ce cliché, ben justement de à Paris, head of communication, d'une grande entreprise, d'un beau compte. Voilà, c'était, je pense, un petit peu mon projet pro, ça. Et puis après, en termes amoureux, en termes de famille, euh, j'étais pas du tout sur ce sujet-là. C'était pas vraiment ma came. Mais par contre, c'est vrai qu'en fait, j'avais jamais vraiment eu de relation amoureuse, tu sais, à cette époque-là, et j'avais vraiment envie de savoir ce que c'était l'amour. J'avais envie de me mettre avec quelqu'un, de voir ce que c'était la vie de couple, de voir si j'en étais capable aussi, de voir si je pouvais être aimée aussi. C'était un besoin chez moi de savoir, voilà, que bah, je pouvais être aimée de façon amoureuse, puisque bon, bien sûr, il y avait ma famille, mes proches qui m'entouraient, etc. Mais j'avais jamais vraiment eu de relation stable avant du coup mes 20 ans. Voilà. Et pour moi, la réussite en 2022, ça tient en deux mots, c'est être heureux. Donc, être heureux, Vraiment. c'est réussir pour Ouais. toi en 2022? Oui. Pour moi, ça a été en fait, comme on en a parlé un petit peu, voilà, je pense que tu l'as compris, je pense que les auditeurs l'ont compris. J'ai traversé des périodes qui ont été très sombres sur Paris, où je suis tombée et où bah, j'ai appris à me relever. Et, et oui, maintenant je réalise que le bonheur tient à pas grand-chose, mais qui tient aussi beaucoup à nous, à notre vision de la vie, à ce qu'on veut en faire, même si parfois, voilà, c'est chimique, parfois c'est des périodes où on en ressort assez facilement, mais ça reste des périodes très très dures et très intenses. Mais euh, j'ai compris à quel point le bonheur pour moi m'appliquait à être heureuse. Oui, pour moi, c'est ça, réussir, c'est ça le succès, c'est être heureux au quotidien, au C'est jour le ouf. jour. J'aime beaucoup ta définition de la réussite, finalement rattachée à un sentiment qui est, peut-être que chacun va le définir avec ses propres termes, mais en ce qui me concerne, c'est vrai que quand on parle d'être heureux, j'ai un sentiment de plénitude, de paisibilité, quelque chose qui est finalement dénué de turbulences, de pics. En fait, il y a quelque chose d'assez serein dans le bonheur, dans ma définition des choses. Et finalement, quand tu pars de là, t'oublies tout ce dont on a parlé, la carrière de fou, le head of communications, le trouver the boyfriend, vivre à la Emily in Paris, parce que en fait, c'est ça la vie d'agence de Mmh, communication, etc. Et finalement, tu te dis, mais en fait, c'est surtout de moi que ça part. Et en fait, ça veut dire qu'il faut que moi, je sois bien avec moi-même, parce que peu importe ce que j'aurai autour, si moi, je suis pas bien avec moi-même, même si sur le papier, j'ai la vie de rêve, celle qui est peut-être définie comme la réussite, tant que je suis pas prêt moi-même à être bien avec moi-même, il y a de grandes chances que je ne me sente toujours pas dans la réussite. Et c'est ça, ça. je pense que c'est une des plus grandes illusions qu'on nous vend depuis toujours, c'est que nous devons continuellement nous mettre en quête de quelque chose, de quelqu'un, de l'atteinte de certains objectifs. J'ai même fait un épisode où je parle de ça, de la course
aux accomplissements comme un moyen de s'estimer et de finir par s'aimer parce que finalement, on est digne de ça quand on fait les choses. Et je trouve effectivement que ta définition 2022 invite davantage aussi à cet esprit plus inconditionnel, peu importe les circonstances externes, peu importe ce que j'ai mené dans ma vie, ce que j'ai fait en 2022. Si je suis heureuse, alors je réussis. Et ça, je trouve que c'est bien parce que c'est quelque chose qui nous projette dans une faisabilité immédiate. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir fait ça, d'avoir fait un cas, tu vois, par semaine ou d'avoir atteint 1 million de chiffre d'affaires par mois. C'est ça qui est super intéressant. Et du coup, Kate, on va rentrer dans la question provoque et centrale du podcast. Je me permets, ne vous offensez pas évidemment, de la poser comme ça, brute de pomme à Kate, parce qu'elle sait aussi que je reste bienveillante dans mon approche et que moi-même, je trouve qu'aujourd'hui, je ne corresponds plus vraiment aux cases et donc ça m'intéresse d'aller à la rencontre de personnes aussi qui ne correspondent pas aux cases. Alors, Kate. La question qui fâche. Allez, vas-y, pose-la moi. À bientôt 30 ans. Ça fait quoi de n'être ni mariée, ni maman, ni salariée, ni propriétaire? Coup dur. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai coché aucune case. J'ai coché aucune case. Mais honnêtement, Anissa, j'ai déjà répondu à ta question avant. Objectif 2022, être heureuse. En 2021, je le suis déjà. C'est bon. C'est tout ce dont j'ai besoin. Alors, bien sûr, ça va évoluer. Bien sûr, on va pouvoir s'en parler. Et on va rentrer, je pense, dans le détail un petit peu de toutes ces cases à cocher. Mais tu vois, il y a des cases que j'ai cochées dans ma vie et auxquelles je ne reviendrai jamais, même si on voulait m'y forcer. Je pense notamment à mon côté freelance, au salariat. Je pense que je suis même certaine, hein, je n'y reviendrai jamais. Hein. Le salariat, c'est terminé pour moi. Hein. Donc voilà. Donc si tu veux rentrer un peu plus dans le détail, alors maman, c'est vraiment le critère qui m'embête le moins parce que je pense que je suis pas encore prête à être mère. Euh, et puis aussi, tu sais, j'ai eu un modèle familial qui fait que il y a eu une famille recomposée, tu vois. Donc ma maman, elle a eu ma grande sœur, après elle m'a eu moi. Avec mon père biologique, ça s'est pas bien passé. Il nous a quittés quand j'étais toute jeune, quand j'étais bébé. Après ma mère, voilà, s'est retrouvée à galérer un peu toute seule avec 2 enfants à bas âge, et elle a rencontré mon beau-père qui aujourd'hui nous considère comme son sang. Hein. Il nous a élevés. On a eu énormément de chance de tomber sur un homme comme mon père adoptif. Mais du coup, j'ai très rapidement compris en fait que c'était ni faire des enfants, ni officialiser une union par le mariage qui permettait de faire tenir un couple. Donc ça, j'ai vraiment eu dès toute petite, ma mère nous l'a quand même bien expliqué. Elle a été assez transparente, même si bien sûr elle nous a pas trop donné de détails. Mais ça, pour moi, dès toute jeune, c'était très clair dans ma tête. Bien sûr. Et je tiens à le dire, si il y a certaines personnes qui sont plus jeunes et qui tombent sur cet épisode, que ce que j'ai évoqué au début de ma question, c'est-à-dire des statuts, des cases, peut-être étonner ou surprendre, j'ai le sentiment, les plus jeunes générations parce que j'ai peut-être un biais, mais en ce qui me concerne, j'ai le sentiment, et on y reviendra, Kate, hein, tu me donneras ton opinion, que les plus jeunes générations sont beaucoup moins là-dedans. Mais il faut savoir que Kate et moi, on appartient à la génération Y, on est des millennials, et en tant que millennials, on était quand même beaucoup biberonnés à travers ces différentes étiquettes et statuts, on va dire, socio-professionnels. Donc si ça vous parle pas du tout, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être de génération ou bien d'éducation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi je regarde dans mon entourage proche, évidemment, à 30 ans, j'ai des copines qui sont mariées, qui sont en poste depuis des années, qui sont propriétaires, qui ont des enfants. Et en soi, c'est un parcours de vie qui existe et qui est bel et bien présent et qui n'a rien de honteux ou de problématique, hein, évidemment. On n'est pas là pour dire « Ah, vous faites ça, c'est pas bien, vous êtes de l'ancienne génération ». Mais ce qu'on dit aussi, c'est que quand on a une grande majorité de gens autour de nous qui suivent un tel parcours, un tel chemin, et que nous, on n'en est pas là exactement au même âge, eh bien, on peut être amené, nous-mêmes, ou bien la société,
ou bien les gens qui nous entourent, à nous questionner sur est-ce que je suis bien normale? Est-ce que Bah oui. j'ai tout fait comme il fallait? Pourquoi je n'ai pas le même résultat? Et c'est ça que je viens questionner dans l'épisode d'aujourd'hui, et c'est en vous faisant découvrir le parcours de Kate aussi, qui est un parcours comme il y en a énormément, hein, évidemment, de dire que peut-être que avant de considérer qu'elle coche pas toutes les cases, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle pense de ces cases et pourquoi elle les coche pas. Tu sais quoi? Moi, je voulais te le dire, c'est super important. Je trouve ça m'a choquée. Depuis que j'ai 28 ans, donc là, je viens d'avoir mon anniversaire, là, hein, c'était le 6 décembre. Et ben, ça y est, je suis rentrée dans une nouvelle tranche, dans une nouvelle catégorie d'avatar marketing. Et c'est bon, maintenant, j'ai des pubs avec des couches, des biberons. Ça a été aussi drastique que ça? Un jour sur le lendemain, comme ça, direct, hop, je suis rentrée dans la tranche, en fait, des femmes entre 28, peut-être et 35 ans qui vont avoir un Bonjour premier enfant ou Kate, qui ont des enfants. vous avez l'âge de reproduire, il est temps d'y passer. Ouais, c'est Tout de suite. Ah oui. assez affolant. Mais justement, c'est ça Maman. qui m'amène encore à penser que il y a vraiment énormément de femmes qui veulent avoir des enfants et qui en auront, d'autres qui n'en auront pas ou pour qui ce sera plus compliqué. Et c'est toujours intéressant de savoir si véritablement c'est quelque chose auquel on aspire profondément, ou est-ce que dans certains cas, un petit peu comme le CDI, un petit peu comme l'appartement, tu vois, de rêve ou le fait d'être propriétaire, est-ce que ce statut d'être un être qui s'est reproduit n'est pas aussi quelque chose qu'on nous dit il faudrait que tu en aies envie, tu vois. Et donc, je suis tombée sur une vidéo qui parlait justement du mimétisme dans le désir. Et donc, finalement, en tant que société, forcément, au quotidien, on nous dit ce qu'il faut désirer, ce qui est bon de désirer. On le voit énormément à travers la publicité, les réseaux sociaux. Et donc, dans la vidéo, il catégorisait ça en un désir fin et un désir épais. Et en fait, il parlait du fait que les désirs épais sont des choses qui sont ancrées depuis le plus jeune âge, comme des gros cailloux. Puis les désirs fins, c'est, je sais pas moi, le dernier sac à la mode, le dernier truc, machin, c'est des choses un peu plus éphémères. Mais c'est intéressant aussi de se questionner, je pense, sur pourquoi je désire tant cela. Est-ce que c'est moi qui le désire? Est-ce que c'est la société qui m'a poussé à le désirer? Et donc, on peut aller très loin là-dedans, hein, dans ces questionnements. Mais encore une fois, je pense que la maternité mérite, même si c'est la nature et qu'on a cette capacité et que d'autres espèces se reproduisent, hein, c'est quelque chose qui est évidemment naturel et présent depuis la nuit des temps, mais simplement de se demander, est-ce que toutes les choses qui sont naturelles pour nous sont des choses qu'on devrait profondément avoir envie d'accomplir, ou est-ce que à titre personnel on peut être ne pas se retrouver là-dedans, et je pense que c'est un petit peu la même chose par rapport au salariat. Et d'ailleurs c'est pour ça que ce serait intéressant que tu nous parles un peu de ton shift, parce que toi tu as été salarié pendant plusieurs années. T'es passé de poste en poste, j'imagine que tu as pu quand même upgrader par rapport au tout premier job que tu as eu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu es sur ta montée des échelons, tu décides d'arrêter ton poste de salarié qui garant de sécurité, que les banques adorent, qui donne des petites fiches de paye au calme, qui te permet de lisser ton année, de te projeter, de faire des projets, de partir en vacances, etc. À quel moment tu te dis mais non, c'est pas ça dont j'ai envie, c'est pas à ça que j'aspire? Ça fait combien de temps déjà aussi que tu es freelance? Dis-nous un petit peu contextuellement, Oui. rappelle-nous les faits. Alors, concrètement, donc, du coup, j'ai été salariée de mes 20 ans à mes 26 ans. Voilà. Et je me suis lancée à mon compte à mes 26 ans et j'ai maintenant 28 ans. Donc ça fait pratiquement 2 ans. Je crois qu'en mars, ça fera 2 ans que je suis freelance et que je suis à mon compte. Alors oui, bien sûr, du coup, je suis passée, tu sais, j'ai coché les cases en fait, hein. Je suis passée donc du coup du profil junior, ensuite au profil de senior, de manager. Après j'ai managé une team. Donc j'ai effectivement évolué là où est-ce que je voulais tendre, mais j'ai réalisé très rapidement en fait que non, je serais jamais heureuse dans cette façon de faire, justement à cause de mon tempérament très franc-parler, puisque quand tu travailles pour une entreprise, tu es censé t'adapter aussi aux valeurs qui se dégagent de l'entreprise. Et pour ma part, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai évolué ne m'ont pas permis de m'épanouir à 100% sur ces valeurs-là. Je n'ai jamais eu l'impression être moi à 100%, toujours un petit peu guindée dans ce que je pouvais être, dans une apparence que je pouvais projeter, dans la Kate qui travaille et pas la Kate
qui travaille mais qui a aussi une vie à côté et sa vie à côté est plus importante que son travail. On le rappelle aussi, hein, des petits rappels comme ça, des petites piqûres de rappel qu'il faut se faire. Donc voilà, je me suis dit il faut que je sois à mon compte. En plus de ça, j'ai eu la chance, j'ai eu deux parents entrepreneurs en fait. Donc j'ai eu des modèles toute ma vie et toute ma vie ma mère m'a dit mais en fait Kate, si tu veux te faire de l'argent, il va falloir que tu travailles pour toi. Voilà, il va falloir que tu sois ton propre boss. Déjà, il y a ma mère qui me dit ça très très vite. À côté, il y a mon beau-père qui multiplie les projets d'entreprise, qui réalise des succès professionnels, qui tente, qui parfois échoue. Hein. On va pas aussi se mentir non plus là-dessus. Il a échoué, mais il a surtout été très résilient en fait. Il a jamais lâché. Il a jamais lâché. Et voilà, c'est tout ça qui m'a fait me partir assez naturellement en fait sur une voie qui quittait le salariat. Et puis je me suis surtout dit, et c'est ça aussi qui a fait que la réponse était toute trouvée, c'était qu'il fallait que je rentre dans le sud, il fallait que je quitte Paris, vraiment, absolument. Et comment faire pour rebondir, pour évoluer, il fallait que je me lance à mon compte, il fallait que je tente en fait. Je me suis dit, c'est pas possible, ça fait depuis 6 ans que tu es en train de t'enfermer dans quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais que tu fais en serrant les dents, puisque ça ira mieux après. Maintenant, tu n'as plus le droit en fait de te dire c'est après, parce que le après, c'est maintenant. Et ça fait depuis un petit moment que ça aurait dû être maintenant. Ça fait depuis un petit moment que tu aurais dû prendre cette décision. Donc, allez, 2-3 claques et puis on se lance quoi. Il faut un moment, il faut aussi avoir la force de caractère. Et je n'aurais jamais eu cette force de caractère si j'étais restée sur Paris, puisqu'en fait c'est grâce à ma famille, grâce à mes amis les plus proches, à mon entourage, que j'ai réussi à retrouver de l'énergie, de la force, de la confiance en moi. Ah, c'est pas rien ce que tu décris parce que finalement, tu as quitté ce que tu connaissais depuis 6 ans, ce qui était sûr, cette vie, cet équilibre, cette évolution aussi professionnelle qui potentiellement garantissait encore une plus grande carrière, une plus belle carrière, plus d'argent, plus de statut. Et finalement, tu pars et tu quittes aussi géographiquement Paris pour retourner dans le sud. Voilà, région que tu connais. J'avais super peur. J'avais super peur de rentrer dans le sud parce que je me disais que c'était un échec. Que je revenais et que j'aurais pas, du coup que j'allais pas, ça veut dire que j'avais pas réussi sur Paris, etc. Et je réalise à quel point j'avais tort à 1000%. Tu l'as pensé parce longtemps que ça? Ou est-ce que c'est ce que tu as pensé avant de le faire? ça a été mon fil rouge, Anissa. Ne pas revenir parce que ça veut dire que c'est un échec. Vraiment. Tu l'as pensé longtemps. Ça t'a dissuadé de rentrer même quand tu te sentais véritablement mal parce que finalement, c'était pas accepté pour toi. C'était potentiellement un échec de se dire, ah, en fait, j'aime pas cette vie à Paris et je vais rentrer d'où je viens. Et c'est fou, hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable que dans sa tête, on s'efforce de penser des choses. Je sais pas, j'ai fait un mindfuck avec mon cerveau. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis persuadée que c'était ainsi qu'il fallait que j'avance, que c'était la voie royale, alors que ce qui est important, c'est qu'on se sente bien et épanoui dans sa vie. Avoir un métier, avoir un salaire, qui tombe tous les mois, ne pas se soucier de ce qu'on va acheter ou des loisirs qu'on peut avoir. Non, moi je pensais pendant très longtemps que c'était ça vers quoi il fallait que je tende, mais je réalise qu'en fait ce vers quoi il faut que je tende et ce vers quoi là je suis maintenant, c'est en fait vivre une vie sans angoisse, sans stress, euh, avec bien sûr tu vois c'est important d'être drivé, d'avoir beaucoup d'auto motivation, discipline, être très discipliné envers soi-même, c'est super important pour pouvoir continuer à avancer sans cadre, puisque quand on est freelance, on n'a pas de cadre, tu sais très bien de quoi je parle, quoi. Et justement, tu l'as dit, hein, aujourd'hui, tu vis une vie plus heureuse, sans angoisse aussi. Ça, c'est tellement important. Y a quand même certaines problématiques sur le fait que le fameux Graal de la propriété, du prêt à la banque, malheureusement, est encore
trop inaccessible pour les personnes qui ne possèdent pas le Graal du CDI. J'espère que ça va évoluer. J'espère qu'en vérité, tout le secteur bancaire, financier, va proposer différentes options en fait pour s'adapter à cette nouvelle génération de travailleurs, parce que je pense que on le voit, le freelance, ça monte, ça va ne faire que monter en vérité, puisque de plus en plus les générations veulent pouvoir travailler d'où ils veulent. Comme tu l'as fait beaucoup cette année en mode digital nomade. Ça va être un besoin qui va être de plus en plus élevé. Donc j'espère que les secteurs bancaires, financiers vont évoluer pour ce faire. Après, je pense également que la question du logement, c'est une question en fait qui va être quand même assez universelle et intergénérationnelle, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui répond à un besoin. C'est la pyramide de Maslow, quoi. Le sentiment de sécurité, avoir un toit au-dessus de sa tête. Donc, je pense que ce soit nos parents, nous, nos enfants, les enfants de nos enfants, ça restera voilà un problème intergénérationnel. Et le problème qui se pose vraiment ici, c'est que ça coûte de plus en plus cher en fait en réalité de l'acheter. Et tu penses que justement les générations futures, elles vont de plus en plus casser ces pseudo-critères de la réussite, ces pseudo-cases à cocher? Est-ce que tu as le sentiment qu'on va vers... toi d'ailleurs qui justement enseigne auprès des nouvelles générations, finalement des personnes qui sont quand même beaucoup plus jeunes que nous, est-ce que tu as le sentiment déjà que leur vision de la communication, la manière dont ils se voient exercer ce métier, elle est différente de la manière dont nous, on l'a appris il y a quelques années en arrière? Déjà, j'ai en face de moi des étudiants qui perçoivent les études, qui perçoivent les intervenants et le cadre de l'école différemment. Je trouve que ce que moi et ce que je pense toi, on a pu traverser il y a 10 ans. Donc, je pense effectivement que ça a beaucoup évolué. Les barrières sont quand même tombées dans l'enseignement, j'ai l'impression. Mais c'est très 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 intéressant d'évoluer avec les étudiants et forcément puisque moi déjà j'ai l'impression de retrouver une deuxième jeunesse. Bon alors je suis toujours très jeune bien sûr, mais tu sais ce souffle, cette énergie qui fait qu'on a l'impression qu'on peut tout traverser. Et ça je le sens beaucoup et ça chez les étudiants et j'essaie de retrouver un petit peu aussi ce sentiment-là d'invulnérabilité avec maintenant les vulnérabilités que je connais chez moi. Bien sûr. Donc c'est vrai que en termes de perso, les étudiants mettent beaucoup sur ça. En termes de pro, oui, bien sûr. Alors, bien sûr. En plus, la communication, c'est digital, c'est les réseaux sociaux, c'est l'influence, et se retrouver au cœur de leur utilisation à eux de ces réseaux sociaux-là, c'est super intéressant. Je les fais beaucoup débattre à ce sujet pour les comprendre, pour mieux comprendre, et pour en plus moi après adapter moi-même ce que je peux proposer à mes clients en vérité, puisque il faut rester up to date quoi. Absolument. Dans la communication, c'est quelque chose qui évolue très très vite. Et si je devais te poser la fatidique question, après tout ce qu'on a survolé, le fait que tu ne coches pas les cases, que tu aies changé de vie, que tu sois allé vers un statut qui aujourd'hui n'est pas encore 100% reconnu comme un statut de stabilité, est-ce que tu as des regrets? Moi, je pars du principe que ces cases-là, elles ont été créées par 2, 3, 4, 5 000 ans d'influence sociétale, religieuse. Et c'est des cases qui ont été créées par la société pour s'organiser, pour réguler, pour faire avancer la majorité. Donc, non, je suis pas très très inquiète à l'idée de pas avoir coché ces cases-là. Après, il faut que je te dise aussi quand même que si tu me reposes la question dans 10 ans, si dans 10 ans tu me demandes, où est-ce que tu en es, Kate, et que je te réponds que je suis donc mariée, non, c'est pas quelque chose qui est important pour moi, mais que je ne suis pas en couple et que je ne suis pas heureuse en couple depuis un certain nombre d'années, que je n'ai pas déjà mon premier enfant et que je n'ai pas déjà une idée de là où est-ce que je peux me projeter sur du solide, sur du meuble, sur un logement. Là, je te dirais quand même que ça craint quoi. Je me poserai quelques petites questions et voilà. Donc
Est-ce qu'on peut pas se dire que maintenant on a plus de temps, la société nous permet peut-être un peu plus à l'individu de se recentrer sur soi pendant quelques années. Mmh, Euh, bien je sûr. je trouve ça super chouette quand même parce que c'est comme ça que on fait pas peut-être des erreurs de parcours qu'on refait plus tard, des années d'après, des erreurs Bien qui peuvent sûr. coûter plus cher puisqu'on est plus seul du coup. Euh, voilà. Et si je dois te dire, et si je dois répondre plus concrètement à ta question sur les regrets, euh, alors moi je regrette de pas avoir demandé de l'aide quand ça n'allait pas. C'est une première chose. Je pense que j'ai été trop obstinée euh, à rester je vais y arriver toute seule, alors qu'en vérité j'aurais pu m'en sortir beaucoup plus vite et beaucoup mieux si j'avais demandé de l'aide, surtout qu'on ne m'aurait pas refusé cette aide-là. Je le sais, donc je regrette ça. Euh, je regrette aussi une période où je broyais un petit peu tout en noir et où j'ai pas accordé autant d'importance que ce que j'aurais voulu à ma famille et à mes amis les plus proches. J'aurais voulu les accompagner mieux, mais j'en étais pas capable. Moi, de mon côté, déjà, il fallait que je Bien fasse du sûr. travail sur moi. Ça, je le sais. Mais j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. Je m'en suis beaucoup voulu. Je m'en vends encore aussi pas mal sur cette période-là, en fait, où je maîtrisais pas. Je n'étais pas en maîtrise de moi, de mes émotions, de comment je les communiquais aux autres et tout. Voilà, donc ça serait mes Bah regrets dans écoute, ma vie. franchement, chapeau à toi parce que ça demande beaucoup, beaucoup de maturité, de sagesse et finalement d'auto-analyse que d'être capable de revenir sur son parcours avec autant d'honnêteté comme tu l'as fait et aussi de pointer bah, voilà, dans les moments les plus noirs, les plus sombres de ton existence, à quel moment bah, voilà, peut-être tu as été en quelque sorte défaillante, bien que finalement c'est ça qui nous rend humains, en fait, cette capacité à ne pas être toujours au top et justement à apprendre un maximum de ces expériences. Et je tiens juste à notifier quelque chose par rapport à ce que tu disais sur le fait de se construire, d'avoir des projets ou des ambitions tout en étant ok avec qui on est maintenant et en paix. Je pense fatalement pour toutes et tous que ce n'est pas incompatible. On peut être heureux dans l'ici et maintenant, on peut être apaisé et en paix avec soi, tout en aspirant à voir sa vie évoluer, à voir des choses changer. Je pense juste simplement qu'il faut arriver à accepter chaque étape du process, chaque étape du changement, parce que même si on n'arrive pas exactement là où on projette, on avance quand même. De toute façon, c'est presque comment dire impossible de faire autrement puisque la vie est en mouvement. Donc même si nous on veut rester là où on va cheminer par la force des choses. Et ça me donne justement l'occasion de te poser ma dernière question, enfin mon avant-dernière question, mais tu vas comprendre quelle est la dernière. C'est une petite tradition que j'instaure à partir de maintenant. Je demanderai toujours à mon dernier invité de poser une question pour le prochain. Comme là, tu es ma première invitée de la saison 3, c'est moi qui vais te poser cette question. Donc, à tes oreilles. La question, c'est si moi, aujourd'hui, Kate, j'étais un génie et que j'avais la possibilité de te permettre de réaliser un vœu qui est déjà prédéfini, ce serait de te montrer ce que serait ta vie dans les 10 prochaines années. Tu aurais accès à tout. C'est-à-dire que tu saurais par quoi tu es passé, tu saurais exactement ce que tu as fait, pas fait, et tu saurais là où tu en es dans 10 ans, 2032. Donc en 2032, tu as la possibilité de voir où tu en es. Est-ce que tu prends ce souhait? Est-ce que tu acceptes de voir tout ce qui s'est passé maintenant, là en 2022, pour les 10 prochaines années, ou est-ce que tu acceptes de ne pas prendre ce vœu et de te laisser découvrir toi-même ce qui t'attend sur les 10 prochaines années? Ne pas prendre le vœu, euh, c'est s'assurer de rester libre dans sa tête et dans ses décisions. Prendre le vœu, c'est ne plus trop se poser de questions sur l'avenir et être serein parce qu'on sait déjà ce à quoi on s'attend. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de répondre à ta question. Euh, Tu vois, je sais que la bonne réponse, c'est de ne pas prendre le vœu et d'avancer comme ça. Je sais que c'est la bonne réponse. Mais je vais te dire que moi, je le prends, le vœu. Parce que je suis C'est trop vrai? curieuse. Mhm. Ouais, je suis trop curieuse déjà. Et puis aussi parce que tu sais quoi, les erreurs, eh ben, ça veut dire que j'aurai une seconde chance pour les améliorer, pour en faire peut-être des succès, pour apprendre de, pour apprendre des leçons en fait sur la vie, pour faire encore mieux.
je suis sûre que je pourrais si j'avais quelque chose de tout tracé déjà. Ok, même si ça correspondait pas vraiment à là où tu te vois dans 10 ans. Tu penses que tu arriveras à composer, même si la vision de la Kate dans 10 ans, ça correspond pas à ce qu'aujourd'hui tu as en tête? Bah, ça me donnerait peut-être la force de le changer. Peut-être que c'est maintenant, à 30 ans, que j'ai l'énergie pour le faire. C'est que ça, imagine, en 2032, je me retrouve face à quelque chose, bah, justement, à une Kate, mais que je peux pas me voir, quoi. Une personne horrible, insupportable et tout. Parce que ça peut être aussi ce point-là. Hein. Ça se trouve, en 10 ans, je peux évoluer et ne plus être heureuse, et ne plus être satisfaite de ce que je suis. Euh, Au moins, j'aurai la chance de tout recommencer. Ouais, vas-y, je prends le jeu. Super. Eh ben, je te remercie énormément pour ton honnêteté et ta franchise sur cette question qui n'était pas évidente. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou bien vous pouvez m'écrire en DM directement à me dire ce que vous auriez fait dans ce cas-là si vous aviez la possibilité de choisir comme Kate l'a fait. Est-ce que vous prendriez le vœu ou pas puisque je pense qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de bonne réponse et ce qui est intéressant, c'est surtout la justification qui va derrière. Et du coup, tu l'auras compris, Kate, j'ai une dernière question, la fameuse dernière question qui est quelle question tu souhaiterais poser à mon prochain invité, sachant que moi-même, je ne sais pas qui sera mon prochain invité, je ne sais pas si cette personne sera un homme, une femme ou autre, quel sera son parcours, mais je me dis que ça peut être intéressant que tu lui poses une question que peut-être tu te poses ou qui mériterait davantage de réponses. Donc, est-ce que tu as préparé quelque chose? Oui, j'ai fait mes devoirs, elle dit ça. Je me suis un peu creusé la tête et en plus, bon, bah, je suis contente de ma question. Ok. Alors, cher futur invité de Vanessa, penses-tu que les émotions sont des ennemis ou des alliés? C'est noté, c'est dans la boîte. Donc, merci beaucoup, Kate, pour ta question. Je te remercie aussi globalement pour ta participation au podcast parce que je crois que c'est une première pour toi. Tu es celle qui Oui. pose les questions en temps normal, pas celle qui y répond. Donc, c'est pas évident, hein, de passer de l'autre Ah, côté, je crois. franchement, je me disais, oh, ça va, ils exagèrent, elle est stressée comme ça. Non, non, c'est super stressant quand tu te retrouves derrière le micro. Ouais, ouais non, Moi, je c'était une pense que tu première, as donc assuré. merci beaucoup. Je Merci pense que tu beaucoup, as Anissa. assuré et n'hésitez pas à le dire à Kate aussi dans les commentaires, même à m'écrire en DM pour me faire un retour. C'est toujours un plaisir de savoir ce que vous avez pensé des épisodes de Grave. podcast, des formats. J'ai pas vu l'heure passer, donc certainement que ça fera partie des formats longs de la chaîne. Mais je trouve que c'est aussi intéressant des fois quand on a des invités de pouvoir leur donner aussi une plateforme pour s'exprimer et essayer d'en faire un contenu où on raconte une histoire plutôt que juste quelque chose qui est hyper divertissant et hyper court et impactant. Parce que je pense que c'est dans l'entièreté de ton discours qu'on va chercher vraiment la force du message derrière le podcast d'aujourd'hui, l'épisode. Finalement, pas besoin de rentrer dans les cases pour être heureux. Et puis, vous pouvez y rentrer, puis y sortir. En fait, il n'y a pas de règle. Vous pouvez y rester toute une vie et être heureux. Quoi qu'il en soit, faites ce qui est en accord avec vous. Et puis, moi, j'aime bien, Kate, ton message de fin, utiliser finalement le être heureux comme un signe de réussite en 2022. Si on pouvait se souhaiter ça, en tout cas, c'est important. Et je pense que, ouais, il n'y a pas meilleure manière de démarrer l'année qu'avec ça. Donc, je te remercie encore du fond du cœur pour ta participation aujourd'hui. Et j'espère que tu as kiffé l'expérience. Bah oui, bah merci à toi, Anissa, parce que c'est vrai que bah, ça permet justement de faire un exercice où on se libère un petit peu, où on libère un peu sa parole. Ça fait toujours du bien de pouvoir parler aussi un peu de soi, un peu de son expérience. Ça soulage, hein, forcément. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Pas toi non plus, on est toutes les dans la communication après tout, on sait à quel point c'est important. Donc merci beaucoup de m'avoir voilà accordé ce moment et moi aussi j'ai hâte d'avoir les retours du coup de tes internautes, de tes auditeurs Je vous mettrai sur le les sujet. contacts Ça doit être de super Kate. intéressant, ouais. Voilà, Bah oui parce que bon j'aimerais bien aussi savoir eux ce qu'ils pensent bien sûr. de leur propre case à cocher ou à ne pas cocher. Tout à fait. Je vous Voilà. mettrai les coordonnées de Kate dans la barre de description, les notes du podcast. Aussi pour que vous alliez un petit peu découvrir ce qu'elle fait. Puis si vous avez des besoins, ne sait-on jamais. Parce que n'oublions pas, elle travaille à côté, elle travaille bien. Parce que moi, je peux vous dire, j'ai travaillé avec elle. Donc, je C'est sais ce vrai. qu'elle a dans le ventre. Nous, on se retrouve dans tous les cas dans 2 semaines pour un prochain épisode de podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. Des bisous. Ciao. Et lâchez un petit like aussi. Hein. Merci Anissa. Bye.